Si je vous dis qu'un jour, les fans de la WWE ont rejeté le match le plus important de l'année en le huant, en faisant des chants qui n'avaient rien à voir et en s'amusant avec des ballons de plage au lieu d'être investis dans ce qui se passait dans le ring, est-ce que vous me croyez ? C'est pourtant bien réel et c'était historique. Jamais il ne s'était passé quelque chose comme ça. Roman Reigns qui finit en sang dans l'indifférence générale. Brock Lesnar qui pète un plomb contre Vince McMahon en coulisses. Tous les secrets derrière cet affrontement. Encore des années plus tard, ça paraît irréel. C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour vivre ou revivre ensemble ce match vraiment spécial dans l'histoire de la WWE. Vous découvrirez entre autres pourquoi les plans de la fédération ont changé en cours de route. Ce que la compagnie a tenté pour faire aimer Roman Reigns. Pourquoi les fans ont réagi de cette manière, mais aussi pourquoi c'est le symbole ultime d'une catastrophe industrielle. Et même quel match il a été question de faire à la place de celui-ci à un moment qui aurait peut-être été bien mieux. Aujourd'hui, on retourne en 2018 pour le jour du main event le plus rejeté de l'histoire. Reigns versus Lesnar à WrestleMania 34. Quand on arrive à ce WrestleMania 34 donc, c'est important de bien savoir dans quel contexte on est à la WWE et surtout concernant Brock Lesnar et Roman Reigns. Très rapidement, vous devez bien avoir à l'esprit que depuis 4 ans, à ce moment-là, il y a vraiment un gros projet pour Vince McMahon, le patron de la WWE à cette époque, faire de Roman Reigns le nouveau John Cena. Mais à une nuance près, c'est que John Cena, contrairement à Roman, au début, il était plutôt populaire auprès des fans de manière naturelle, grâce à son personnage de rappeur, alors que Roman Reigns, malgré tout l'amour que j'ai pour Roman, les fidèles de la chaîne le savent, malgré donc, tout mon amour pour lui, je dois dire que dès le début, c'est clair et net que c'était le truc qu'on voulait nous forcer et que Vince était prêt à tout pour nous faire accepter. Et donc ça, en connaissant bien ça, on se rappelle que depuis 2014, la fin du Shield dont il faisait partie, Roman, c'est une victoire au Royal Rumble en 2015, complètement rejetée par les fans, et un premier main event de WrestleMania contre Brock Lesnar en 2015 donc. Heureusement, le cash-in de Seth Rollins est venu, on va dire, perturber un peu tout ça, mais tant mieux, parce que clairement, c'est simple, en fait, s'il n'y avait pas eu le cash-in de Rollins, il y aurait probablement eu peut-être la même fin que ce qu'on a eu en 2018. Mais bon, vous allez voir, tout ça, c'est vraiment complètement dingue quand tu prends un peu de recul dessus. Donc il y a le projet autour de Roman Reigns, WrestleMania 31, ça continue, on retente à WrestleMania 32, et là, il gagne le titre, même s'il l'avait quand même gagné entre-temps, mais son vrai couronnement, c'était censé être à WrestleMania 32 contre Triple H cette fois-ci. Encore une fois, fiasco total, rejet des fans absolus. J'ai envie de dire, à ce moment-là, on met un peu le projet Roman Reigns en veilleuse, mais pour mieux revenir plus tard, puisque en 2017, il bat carrément l'Undertaker à WrestleMania, ce qui était quand même un privilège absolu. On aurait pu se diriger vers le heel turn à ce moment-là, et on avait l'air d'en prendre le chemin, le lendemain de WrestleMania 33 donc, mais finalement non. Roman continue à être le babyface qu'il est depuis le début, au moment où on arrive donc début 2018, et que ça y est, c'est la road vers WrestleMania 34. Pendant ce temps, Brock Lesnar, c'est une trajectoire bien différente. Brock Lesnar, lui, comme vous le savez sans doute, ancien champion de la WWE, un combattant qui a triomphé aussi bien dans le MMA que dans le catch, qui arrive donc en 2012, qui revient, et on va dire, après 2 années peut-être un peu de tests et d'épreuves, à partir de 2014, lui, justement, c'est pas on construit pour en faire la future star, non, on choisit en 2014, il était l'élu de Vince McMahon, puisqu'on lui donne la streak de l'Undertaker à WrestleMania 30, ce qui fait de lui peut-être le méchant le plus détesté des fans, mais ce qui le fait aussi être sacrément fort, il terrassera John Cena quelques mois plus tard d'une manière inédite et humiliante, et à ce moment-là, j'ai envie de dire c'est le début, même s'il y a eu des interruptions, même s'il n'a pas toujours été, mais on peut quand même dire que sur ces 4 années jusqu'à 2018, c'est la grosse domination de Brock Lesnar, c'est la bête incarnée dans toute sa splendeur, j'ai envie de vous dire. Il va donc, comme on le sait, être champion, mais il y aura Seth Rollins donc à WrestleMania 31, mais bon, il finira par avoir une rivalité avec l'Undertaker, par un peu s'éloigner du titre, pour au final mieux y revenir, après une rivalité qui était quand même, je trouve, intéressante pour lui contre Goldberg, à WrestleMania 33, lui, pendant que Roman battait l'Undertaker, Brock
gagnait le titre universel. Et là, donc, on arrive début 2018, et Brock Lesnar est champion depuis des mois et des mois et des mois. Et surtout, ce que vous devez bien avoir en tête en se replongeant dans tout ça, c'est que Brock était quasiment jamais là. Et ça va être un point central de la storyline, justement, la Road to WrestleMania 34 entre Roman Reigns et Brock Lesnar, qui a mené à la catastrophe, j'ai envie de vous dire. C'est simple, c'était une storyline qui, dans l'ensemble, je la résumerai en disant qu'elle était ridicule, pas crédible et mal jouée. Concrètement, déjà, qu'est-ce qu'il y avait eu ? Alors, sachez que pendant quasiment les 3/4 de la route, Brock Lesnar n'était pas là. On parlera des coulisses aussi tout à l'heure, et on comprendra mieux pourquoi, en gros, il était si souvent absent, qu'est-ce qu'il faisait vraiment pendant ce temps. Et Roman Reigns, lui, donc, était là, il était encore un full-timer à l'époque. Le Tribal Chief part-timer était encore bien loin. Et à ce moment-là, donc, il faut savoir que Roman Reigns, à partir du moment, alors il ne gagne pas le Royal Rumble, même si il en avait été tout proche, il gagne quand même l'Elimination Chamber, qui le qualifie donc un peu comme un plan B du Royal Rumble pour le title shot à WrestleMania, où il affrontera donc Brock. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ça, pour le coup, j'avais bien aimé personnellement. Dites-moi dans les commentaires si ce Chamber-là, à l'époque, niveau casting, niveau souvenir, ce que vous en retenez aujourd'hui, mais personnellement, je trouve que c'était peut-être ça le meilleur truc de la Road to WrestleMania entre Roman et Brock, finalement. Et à partir de là, donc, Roman, dans le build-up entre eux, il va, alors, critiquer le fait que Brock soit jamais là. Beaucoup joué sur ça. Critiquer le fait que Brock est impuni pour ses absences, qu'il a tous les privilèges. Il l'appelle même Vince's Boy, donc le petit protégé de Vince McMahon. Donc on remarque qu'on est clairement dans la réalité, qu'on ne protège pas vraiment le kayfabe, en gros que... Bon, tant mieux d'un côté, parce que tout le monde, en gros, était au courant de tout ça, et Roman disait des choses qui étaient réelles et que les gens ressentaient, donc c'était quand même pas si bête de le faire. Un Roman Reigns qui, à un moment donné, va confronter Vince McMahon en gorilla position, en lui demandant, en gros, ouais, Brock, il est jamais là, pourquoi on me manque de respect comme ça ? À ce moment-là, Vince McMahon va le suspendre. D'ailleurs, je dois vous avouer que ça m'a vraiment fait penser à la rivalité iconique, la plus iconique de l'histoire du catch, celle entre Stone Cold Steve Austin et Vince McMahon. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir ma série sur la chaîne dessus, parce que cette rivalité, là, pour le coup, c'était une réussite absolue et la meilleure de l'histoire pour plein de raisons, et vous la vivrez en immersion comme jamais en regardant cette série. Bref, ça m'y a fait penser parce qu'on jouait beaucoup sur le fait que Roman était peut-être le rebelle qui était le porte-parole des fans excédés contre Brock, contre un Vince McMahon tyrannique. En tout cas, ce qui est vraiment frappant dans le build-up, ce qu'il faut vraiment bien retenir, c'est que Brock n'était quasiment jamais là, pendant que Roman gagnait donc le Chamber, le critiquait. Mais quand Brock va venir, par contre, il va le tataner, mais d'une puissance. Et attention, je dis pas ça de manière élogieuse, je dis ça de manière... en gros, c'était presque tout le temps à sens unique. Brock, en gros, ses réponses aux critiques sur le fait qu'il soit un part-timer, qui respecte personne, qui se fout de la tronche des fans, c'était de venir tataner Roman Reigns à coups de F5 et à coups de suplex. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. À un moment donné, il y aura un peu des échanges de finishers, mais Brock aura clairement il sera clairement dominant, il aura le mot de la fin à chaque fois. Et ça fait passer Roman pour, le héros qui combat un monstre invincible et qui s'est embarqué dans une aventure très 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 dangereuse pour lui. Et on essaye de nous attirer la sympathie pour Roman Reigns en le voyant mais être victimisé pendant des semaines. Encore faut-il que Brock soit là. Bref, il y aura même une fois où Roman avait été menotté le 19 mars et se prenait des souplexes et même des coups de chaise. Et ça d'ailleurs, je dois vous dire que quand je dis que la storyline était pas crédible et mal jouée, je trouve que ce segment précis en était une illustration. Si vous vous en rappelez, dites-moi votre ressenti dessus en commentaire. Je trouve que Roman, qui à ce moment-là, donc vous devez savoir qu'il avait été suspendu par Vince McMahon parce que, en gros, il était allé un peu trop loin dans ses critiques. Et il était quand même venu. Roman était rebelle et ne voulait pas quitter le ring. Donc là, la police, les faux policiers plutôt, étaient intervenus et lui avaient mis les menottes. Mais Roman, à ce moment-là, le jeu d'acteur, c'est là que tu te rends compte à quel point il a progressé toutes les années suivantes quand il deviendra le chef de la tribu. Vraiment énormément. Sinon, c'est en fait ça, les derniers Raw, juste avant donc le WrestleMania 34, c'est de la tatane pure et dure.
Et franchement, mon sentiment, personnellement, face à tout ça, c'était de me dire, mais quelle pauvreté. Ça se termine en fait par... et même ça d'ailleurs, c'était vraiment nul, je trouve. Là franchement, je tatane, moi aussi je tatane, je suis excédé. Là, en gros, de voir en image finale de la rivalité, d'abord, Roman Reigns qui semblait avoir pris le dessus sur Brock à coup de Superman Punch, qui soulève le titre universel au-dessus de sa carcasse en regardant cet affreux logo de WrestleMania 34. Alors désolé s'il y en a qui l'adorent, moi je dois vous dire que je l'aime pas du tout, vraiment pas du tout. Je le trouve beaucoup trop coloré, exotique, pas crédible, nul, j'aime pas. De toute façon, c'est un peu à l'image du stage d'ailleurs de WrestleMania 34, c'est pas du tout ce que j'aime. Mais bon, en tout cas, il regardait le logo et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il a été bête, Roman, à ce moment-là, puisqu'il a été distrait en regardant le logo, et il ne s'est pas rendu compte que Brock était encore quand même un peu conscient, et il lui a fait donc un F5 pour le terrasser une fois de plus. Donc ce qu'on remarque, c'est Roman est le représentant des fans, le rebelle, qui clash Brock, et d'ailleurs, n'est-ce pas, est-ce que vous trouvez pas franchement que ça c'est un aveu de faiblesse quand ta seule manière de faire aimer quelqu'un, c'est de jouer sur la haine de ton adversaire, enfin de l'adversaire, c'est d'une pauvreté. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'adhésion pour Roman, que tout était basé sur « on en a marre de Brock ». Faut savoir donc, comme je l'ai dit juste avant, qu'il était champion depuis quasiment 1 an, au moment où on arrive à WrestleMania 34, qu'il était quasiment jamais là, qu'il l'a défendu, ça se compte sur les doigts de la main, le titre universel. Et donc, que tout était mis en place pour qu'il y ait un tel rejet de Brock après ce règne, qui n'en était pas vraiment un champion absent, qu'on le rejette tellement qu'on finisse par vouloir que Roman gagne. Et même dans ces circonstances-là, ça va complètement foirer, comme vous allez voir. Pourtant, c'est quand même fou de se dire que tout était mis en œuvre pour que les gens rejettent totalement Brock, mais ça n'a pas suffi. On notera aussi, important pour les coulisses du main event tout à l'heure, que pendant la storyline, Roman avait même mentionné le fait que Brock prenait des photos avec Dana White, le patron de l'UFC, à Las Vegas. Et ça va donc avec, d'ailleurs, des rumeurs qui étaient bien réelles, donc on soulignera que on faisait au moins l'effort de prendre en compte la réalité de la situation, pour peut-être nous faire croire encore plus en l'histoire, en prenant compte du fait que Brock était effectivement en négociation avec l'UFC et que son contrat avec la WWE se terminait à WrestleMania 34. Donc ça, c'était un peu toutes les rumeurs, mais on va en parler. Donc, un Roman, quand il était contre la police, qu'est-ce que c'était cartoonesque, qu'est-ce que c'était ridicule. Mais paradoxalement, une fois qu'on était donc à WrestleMania 34, la promo, mais bon, ça c'est aussi le travail de production de la WWE qui est forte sur ça c'est indéniable, qui savent quand même faire des clips comme ça qui hype un match en le rendant bien meilleur que c'est vraiment. Par exemple, si tu regardais uniquement la promo avant WrestleMania 34 et que t'avais pas vraiment vu tout le build-up, ça avait l'air beaucoup plus épique et vivant et rythmé et rempli que c'était vraiment. Donc ça cachait la pauvreté. Mais bon, tout ça nous fait arriver donc à WrestleMania 34. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est le début de la catastrophe. Déjà, une chose qu'on remarque tout de suite quand on voit ce match, déjà, c'est à quel point c'était un malaise tout le long du match. Tout le long donc de cet affrontement. Et rendez-vous compte qu'on est dans le match le plus important de l'année. C'est un peu comme si vous aviez... Et encore, ça c'est du sport. Là on est dans du divertissement. C'est peut-être comme si vous aviez peut-être le film le plus attendu de l'année par des millions de personnes, et qu'au moment où il est diffusé, tout le monde regarde ailleurs, tout le monde hue, et en l'occurrence, donc là il y avait des huées, il y avait des chants négatifs, il y avait une indifférence totale, alors que c'est le main event de WrestleMania, nom d'un chien, match le plus important de l'année. Et vous devez aussi savoir, et ça c'est complètement dingue, que pendant le match, et évidemment la WWE veillait à ne pas le filmer, parce que quelle image ça renvoyait, il y avait des ballons de plage dans la foule, vous savez, ces ballons très légers qu'on peut s'envoyer facilement en donnant des petits coups de dents, et les fans finalement n'avaient pas trouvé mieux à faire que de jouer avec pendant le match, pendant quand même le main event de WrestleMania. Vous imaginez quand même le symbole horrible que c'est, et évidemment la sécurité les dégageait. Pour votre information, sachez qu'il y avait des chants, alors ça, avec le recul je trouve ça très drôle, dites-moi si ça vous fait rire aussi, il y avait des chants, est-ce que vous vous rappelez qu'à WrestleMania 34, il y avait un gamin qui s'appelait Nicolas,
avait fait une tag team avec Braun Strowman. Ça, ce qui était drôle avec le recul. Hein. Alors figurez-vous qu'il y avait même des chants pour le gamin Nicolas pendant le main event. Alors, quand même, chanter pour un gamin qu'ils ont découvert le soir même, au détriment donc de Brock et Roman, c'est quand même complètement fou. Hein. Il y avait évidemment les chants CM Punk, ça, c'était évidemment monnaie courante toutes ces années-là. Il y avait même un chant pour Goldberg. Ça, même quand ils en sont à un point, les fans, à chanter pour Goldberg, alors que lui aussi a des gros défauts, c'est que ça va vraiment pas fort. Hein. Il chantait pour le Rusev Day, il chantait This is awful, donc ça, au contraire d'awesome, c'est nul. You both suck, donc vous êtes nuls tous les deux. Donc voilà, la réaction des fans, c'était vraiment mémorable. On notera aussi que, je trouve, et c'était encore plus visible dans leurs entrées, que les versions de Brock Lesnar et de Roman Reigns, même ça, n'allait pas. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, mais moi personnellement, je trouve que Roman Reigns, déjà à cette époque-là, bon, il faut savoir qu'il y a aussi tout un contexte personnel depuis 2016, on va dire, des choses qu'il a vécues dans sa vie privée, toute la pression aussi d'être l'élu de la compagnie, mais et qu'on le force de cette manière-là, mais que ça prend pas, et que les gens le rejettent comme ça, enfin c'était compliqué pour lui pour plein de raisons, et ça se lisait sur lui, il était, quand tu le compares à ce qui sera quelques années plus tard en étant le Tribal Chief, c'est littéralement le jour et la nuit, hein. Aussi bien en termes de teint de peau, même le fait qu'il ait le bouc à l'époque, sa tenue aussi, le physique qui était beaucoup moins bien que ce qui sera quelques années plus tard. Brock Lesnar, pareil. Un Brock Lesnar, de toute façon, qui était beaucoup moins fringant qu'en 2014-2015, par exemple, hein, qui était vraiment, pour moi, hein, son âge d'or à la WWE. Enfin bref, en tout cas, à ce moment-là, on arrive donc au match. Et ce fameux match, alors, mais franchement, je suis vraiment choqué, très choqué même, avec le recul en le voyant. Je me dis, finalement, tu peux vraiment le résumer d'une manière très très simple, hein, ce match. Écoutez bien, voilà le contenu. Alors, à part quelques petits échanges physiques, mais vraiment largement minoritaires, voilà en gros le contenu, c'est simple. Dans ce match entre Brock et Roman, t'as 6 F5 de Brock, en sachant que c'est la prise de finition de Brock, hein, et que pendant des mois et des mois et des mois, juste avant, il en suffisait de maximum 2 hein, pour vaincre les adversaires. Y compris des mecs comme Braun Strowman. Hein. Alors, tu te dis, pendant des mois, les adversaires de Brock, alors, encore fallait-il qu'ils sortent d'un F5, c'était déjà miraculeux. Mais là, Roman qui, bon, vous avez compris que Roman va perdre. Mais bon, on va y revenir sur la fin. Que Roman, il faut quand même donc 6 F5 en tout pour qu'il perde. Quel message ça envoie? Déjà, bon, ça décrédibilise totalement le reste du roster. Mais en plus, ça fait passer Roman pour le super-héros forcé. Le gars, il arrive à sortir de je sais pas combien de F5, alors que personne d'autre y arrive. Et ça, déjà, très mauvaise, on va dire, idée de la part de la WWE. Et puis, c'est aussi la pauvreté en termes de in-ring, puisque c'est en fait une succession de finishers, et on peut se rendre compte avec le recul que c'est un peu comme si ce match avait lancé une nouvelle manière de construire les matchs à la WWE, parce qu'on le verra quand même pas mal dans les matchs de Brock les années suivantes, voire même dans les matchs de Roman Reigns parfois. Hein. Parfois c'était aussi finisher, mais bon, davantage Brock quand même. Genre les matchs de Brock, tu regardes, même quand il avait affronté Bobby Lashley, en 2023, c'était finisher de l'un, finisher de l'autre, finisher de l'un, finisher de l'autre, c'était sans arrêt. Et là, en l'occurrence, il y a 6 F5, il y a 6 suplexes, il y a quand même un F5 sur la table. Roman, lui, il fait 3 Superman Punches, 4 Spears, et voilà en gros le résumé du match. Hein. Et tout le long, évidemment, donc entre les finishers, Roman qui est agonisant par terre, et littéralement agonisant puisqu'il est en sang, et ça, vous allez voir que c'était pas prévu. En plus, quand tu sais la suite par rapport à Roman, sa santé, c'est encore plus malaisant et difficile à voir des années plus tard. Tu te dis, mais c'est horrible qu'il ait vécu ça. Et tout ça se termine donc par un ultime F5 et Roman qui perd dans ce qui est pour moi la fin la plus bizarre d'un WrestleMania. Parce qu'en général, vous êtes d'accord que WrestleMania, soit t'as le happy end, d'ailleurs, vous devez savoir que on était au Superdome, donc le Superdome Mercedes, qui était la même arène que le sacre de Daniel Bryan en 2014, donc 4 ans avant. Et j'ai envie de vous dire,
normalement à la fin d'un WrestleMania, en général, c'est un happy end. Ou alors, il y a peut-être une fin litigieuse, un peu comme Roman contre Cody en 2023, qui ouvre peut-être la possibilité d'une suite, etc. Ok, mais c'est quand même souvent censé être l'aboutissement de quelque chose, avec par exemple un triomphe à la Daniel Bryan. Mais là, pas du tout. Là, c'est le heel qui bat le super-héros en l'ayant martyrisé tout le long, l'autre qui finit en sang, et adios chicos, hein, c'était terminé. Et voilà comment se termine le match le plus important de l'année, le tout donc dans une ambiance mais catastrophique. Donc quel malaise, bon sang. Mais ce qui est vraiment encore plus fascinant derrière ce match, et je vous invite à bien vous accrocher, parce qu'il y a des choses qui sont quand même choquantes avec le recul, et qui font peut-être aussi regarder autrement ce match. Donc ce qui est vraiment encore plus intéressant, c'est les coulisses tout autour de ce match. Déjà, ce que vous devez bien savoir, et on a pu le remarquer, Roman Reigns l'a mentionné dans le kayfabe, dans la storyline, c'est bien réel. Toute cette époque, avant WrestleMania, et même après d'ailleurs, Brock Lesnar était en négociation avec l'UFC. Donc vous le savez, il a été champion poids lourd à l'UFC quelques années avant, il avait eu droit d'y retourner pour un match en 2016, et là, on peut un peu lire entre les lignes et deviner que c'était un Brock qui voulait vraiment aller à l'UFC, qui en avait peut-être eu sa claque d'être, on va dire, le champion un peu de remplissage en attendant que le projet Roman Reigns décolle enfin. C'est vrai, hein, c'est ce qu'il est depuis 2015 à ce moment-là. Hein. Rendez-vous compte qu'à la base, t'avais Roman Brock en 2015, mais que là, c'est annulé la victoire de Roman, parce que clairement, il y avait le rejet des fans. Et là, t'as Rollins. On remplit un peu Brock à ce moment-là, on l'occupe. Mais on sentait bien toutes ces années-là que le projet, c'était que Roman batte Brock à WrestleMania et triomphe en battant celui qui est censé être détesté parce qu'il a vaincu l'Undertaker, parce que c'est un part-timer arrogant, etc. On sentait bien que c'était le projet. Hein. Et donc, Brock, lui, c'était clair et net qu'il avait envie d'aller à l'UFC. Il y avait d'ailleurs des rumeurs de combat contre Daniel Cormier, surtout, qui va d'ailleurs confronter dans l'octogone quelques mois plus tard. Parenthèse, je trouve ça tellement dommage qu'il n'y ait pas eu, parce que finalement, donc malgré des rumeurs d'un match contre Cormier, même d'un match contre John Jones, qui aurait été incroyable, ça, John Jones contre Brock Lesnar, c'est un dream match de MMA, ça. Même des rumeurs de match contre Francis Ngannou, au final, en fait, tout ça avait été avorté complètement, même si, de toute manière, s'il avait vraiment fait ses combats, ça aurait pas été avant 2019, parce qu'il devait faire des mois de tests avec l'USADA de l'UFC, vous savez, en gros, l'organisme qui gère tout ce qui est dopage. Mais ce qui est certain, c'est qu'il voulait aller à l'UFC, et qu'au moment où il rentre au vestiaire de WrestleMania 34, Brock est excédé, jette le titre universel sur Vince McMahon, qui était en gorilla position. Donc ça, déjà, quelle scène choquante, nom d'un chien, qui avait en plus été filmée. Même si on peut toujours se demander, quand quelque chose est filmé comme ça par la WWE, et qu'elle accepte de le diffuser, si c'était pas scripté. Il y a toujours un peu ce doute, ne soyons pas naïfs. Mais bon, on a quand même appris après que Shane McMahon, le fils de Vince, avait voulu confronter Brock après ça, pour défendre son père, et qu'il était vraiment excédé contre ce que la bête incarnée venait de faire, le manque de respect de jeter comme ça la ceinture sur le patron, qu'il insulte juste derrière d'ailleurs. Ça en tout cas, coulisses vraiment choquantes. Sinon, donc ce qu'on peut vraiment constater, hein, c'est que tout ça a été l'apogée, hein, ce match, c'est vraiment le symbole du push raté de Roman Reigns. En sachant donc que Brock était plus là depuis un moment et que depuis WrestleMania 33, on sentait arriver tout ça. Mais ce qui est notable, et ça personnellement avec le recul, ça m'a choqué, c'est que alors que quand tu regardes par exemple WrestleMania 33, tu te dis bon, Roman bat l'Undertaker, donc Roman revient en force après peut-être quelques mois en veilleuse depuis qu'il avait eu un premier règne complètement rejeté par les fans en résumé, hein. Et puis il avait quand même eu des soucis extra catchesque, j'ai envie de dire. Là, clairement, WrestleMania 33, tu sens que il revenait sur le devant de la scène. Plus Brock est champion universel. Là, dès ce moment-là, tu pourrais te dire, il y aura Brock Roman dans un an. Tu le sens, arriver gros comme une maison. Et pourtant, figurez-vous qu'il a été question de faire, quand tu relis les news de l'été 2017, il en était question, et ça c'est quand même fou avec le recul, il a été question de faire plutôt Brock contre Roman Reigns à SummerSlam 2017, et de faire, tenez-vous bien,
Roman Reigns contre John Cena à WrestleMania 34. Ça a été le projet à un moment. Alors il n'a pas duré longtemps ce projet, puisque les plans ont changé, y compris à SummerSlam, qui deviendra finalement un Fatal 4-Way en incluant donc à Brock Roman aussi Samoa Joe et Braun Strowman. Et finalement, John Cena contre Roman Reigns aura lieu à No Mercy quelques semaines à peine après SummerSlam. Et je trouve avec le recul que c'est quand même assez frustrant de se dire qu'on aurait pu éviter le désastre Brock contre Roman qui était tellement prévisible et plutôt faire, par exemple, donc Roman contre Cena. Bon, en plus, je trouve personnellement, dites-moi si vous êtes d'accord, que le faire à No Mercy, c'était indigne de l'affiche que c'était. Roman contre Cena, en plus, je trouve, avec le recul, qu'il y avait eu des bonnes promos entre les deux. Ils ont une alchimie, évidemment. Je trouve que ça aurait été bien mieux de faire Roman Cena, hein, vu le contexte. Donc, mais bon, les plans ont changé. Vince McMahon, il tenait énormément à son Brock contre Roman et au triomphe de Roman. Selon des médias, malgré tout, hein, ce qui est encore plus choquant avec le recul, il y a un peu des litiges sur quand est-ce que le finish de WrestleMania 34 donc a été décidé, à quel moment et qui était au courant. Par exemple, on peut lire dans des médias que Roman Reigns, en arrivant au ring, croyait encore qu'il allait gagner le match. Donc, est-ce que Roman Reigns, donc on lui a dit qu'il allait gagner, est-ce que c'était le plan qui gagne, et est-ce qu'en cours de match ça a changé, ou alors est-ce qu'on a pris Roman Reigns pour une galinette et pour un perdreau en lui faisant croire qu'il allait gagner, mais en fait non. Possible, hein. Faut savoir aussi que selon donc des médias, l'arbitre n'aurait appris le finish qu'en cours de match, donc même lui n'était pas au courant. C'était un peu la surprise totale, hein, j'ai l'impression, ce finish choquant, puisque tout le monde s'attendait à ce que Roman Reigns gagne, de voir Brock gagner. Apparemment, selon d'autres rumeurs encore, une semaine avant WrestleMania 34, le plan était que Roman gagne. Et on ne sait pas exactement à quel moment précis Vince McMahon a changé d'avis, mais on peut quand même deviner que, par exemple, quand tu regardes la dernière promo liée à cette rivalité au Raw avant WrestleMania 34, quand Paul Heyman dit que si Brock perd, on ne reverrait plus jamais ni Brock Lesnar ni Paul Heyman. En général, quand on connaît un peu la WWE, tu te dis, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que Brock gagne, justement. Mais bon, même si tout est possible. C'est sûr que tout est possible. Mais bon, ce qui est certain, c'est que tout ça a été quand même très incertain, justement, pendant des jours et des jours avant le show. Mais bon, si on en croit à ces news-là, en gros que Vince aurait changé d'avis peut-être une semaine avant WrestleMania, que c'est donc pas lié à la réaction si négative de la foule le soir de WrestleMania 34, hein, apparemment. Par contre, il n'en demeure pas moins vrai que ça a excédé Vince McMahon pendant le match. Il y a deux choses qui l'ont énervé, ce qu'on a pu apprendre, on va dire, après coup, sur ce match. D'abord, le sang, qui n'était pas prévu. Parce que ce qui est vraiment peut-être le plus choquant, hein, visuellement dans ce match, c'est Roman qui est vraiment recouvert de sang. Il est rouge, c'était Red Roman. Et à ce moment-là, donc Vince était énervé comme jamais en coulisses apparemment, parce que tout ça donc n'était pas censé arriver. Et il était aussi excédé par le moment où il y a eu un bump, comme on dit, avec la table des commentateurs, qui n'était pas ni approuvé par les officiels, et donc par Vince, ni préparé. Donc là, on imagine donc peut-être, en l'occurrence, peut-être c'est davantage Brock, qui serait donc complètement sorti de ce qui était prévu, qui aurait fait un peu sa petite vie avec Roman Reigns en le balançant d'un coup pouf sur la table des commentateurs. En tout cas, voilà en gros comment Vince l'a vécu en coulisses. Sachez aussi que Brock avait donc re-signé avec la WWE finalement, vu le finish, et qu'il était réellement question qu'il qu'il affronte Daniel Cormier dans l'Octogone, puisqu'il l'a même confronté quelques mois plus tard, et que il y avait donc toutes ces rumeurs sur le fait qu'il allait signer à l'UFC, ce qui était d'ailleurs, figurez-vous, exactement la même situation qu'en 2015, où là aussi, il y avait plein de rumeurs comme quoi même lui voulait vraiment retourner à l'UFC, mais qu'il avait finalement re-signé, et au final, on a pu apprendre qu'apparemment, ce qui aurait fait la différence, et ça, personnellement, c'est un aspect que j'aime pas chez Brock Lesnar, c'est tout simplement que la WWE a fini par offrir plus d'argent que l'UFC, et que c'est pour ça qu'il a re-signé. Et puis, on a aussi pu lire
que Brock Lesnar n'était pas fan du modèle de pay-per-view que l'UFC avait avec ESPN à l'époque, et que ça l'a aussi dissuadé de signer avec l'UFC, même si on aurait vraiment dit qu'il avait très envie d'aller combattre dans l'octogone, hein. Quand tu vois son enthousiasme et son implication au moment de confronter Cormier, tu te dis, là c'est clair que le cœur voulait aller à l'UFC, hein. Enfin, le cœur n'était plus à la WWE, mais bon, il a choisi l'argent, et ça c'est un peu son côté mercenaire, même si il y avait aussi une rumeur après WrestleMania 34, comme quoi Brock allait affronter Bobby Lashley, qui, rappelez-vous, Bobby Lashley fait son retour à la WWE en même temps. Et donc c'est vrai que peut-être que ça aussi, ça a joué dans la balance pour que Brock re-signe, de lui promettre ce match qui a tout d'une affiche UFC, hein, Brock contre Bobby. Même si au final il n'aura pas lieu, c'est ça qui est bizarre. En tout cas, il voulait faire, enfin, en tout cas, ce que Brock voulait, et ce que la WWE semblait prête à faire, c'était, en tout cas pendant un moment, hein, en 2018, c'était que Brock puisse rester champion la WWE champion universel, tout en pouvant combattre à l'UFC. Mais bon, en tout cas, tout ça, c'est quand même décidé en l'espace de quelques jours, quelques semaines, et Brock a donc choisi l'argent. Alors que, une anecdote qui est assez touchante sur Roman Reigns, qui montre bien que Roman n'est pas du tout comme Brock, que lui, c'est pas l'argent, lui, c'est l'humain, et bravo à lui pour ça. C'est quand même ça le plus important dans la vie. Roman qui a dit, avec le recul, hein, dans une interview, à propos de WrestleMania 34, que le moment dont il est le plus fier, avec le recul, c'est pas le fait d'avoir fait le main event de WrestleMania, non, c'est pas non plus d'avoir rempli le Superdome et d'avoir eu un succès financier, non. Il a dit que sa plus grosse fierté, dans son souvenir, c'est de voir ses deux fils se faire courir après par sa fille en rentrant à l'hôtel où les catcheurs étaient pour WrestleMania 34, dans une grande salle de banquet. Donc on imagine un hôtel quand même, probablement, je pense, 4 ou 5 étoiles, en tout cas quelque chose de prestigieux, et de voir ses enfants tous sourire, se courir après et s'amuser, pour lui c'était ça dont il était le plus fier. Et c'est beau, et ça en dit long sur la différence entre Roman et Brock. Et évidemment, quand tu sais donc quelques mois plus tard la maladie qu'il va annoncer donc au monde entier et les problèmes de santé qu'il va avoir, c'est sûr que ce match-là est horrible à revoir. Mais bon, on pourra quand même constater, hein, en conclusion, que s'il y a bien un symbole du push si forcé de Roman Reigns en babyface, tellement forcé par la WWE qui veut créer quelqu'un qu'on aime, mais sans se soucier de l'adhésion naturelle et sincère des fans. Non, on fait tout pour qu'il se fasse aimer, mais ça ne marche pas, parce que les fans voient à travers tout ça. S'il y a bien un symbole de ce push forcé, c'est bien WrestleMania 34 et ce main event, avec un Vince McMahon qui, finalement, aura insisté à fond sur Roman Reigns en tant que babyface, alors que, en réalité, depuis 2015, hein, c'était clairement visible que ça allait pas marcher, qu'en tant que babyface, tant que c'était un babyface, tant que c'était autant scripté, ça ne marcherait pas, et les fans le rejetteraient à fond tout le temps. Et c'est finalement ce qui s'est passé, hein. Pourtant, ils auraient pu avoir la bonne idée de le faire devenir heel après la victoire contre l'Undertaker, pour au final peut-être le faire aimer plus, et peut-être redevenir face quelques mois plus tard. Mais bon, ils n'ont pas eu cette bonne idée-là. En tout cas, purement au niveau des chiffres, c'était quand même un succès pour la WWE, ce show, puisqu'ils ont battu le record d'affluence du Superdome, qui est donc le même stade que WrestleMania 30, et c'est un événement qui au total leur a rapporté 14,1 millions de dollars. Et la question que je pose du coup, c'est pourquoi c'est dans la légende? Alors cette fois-ci, c'est pas pour des raisons positives, c'est pas parce que c'est génial, c'est pas parce que j'adore, parce que ça me remplit de nostalgie, rien de tout ça, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu à la WWE et dans le catch, un tel événement, une telle réaction des fans, une telle situation où t'as un gars qu'on force autant mais que ça marche pas, avec un autre qui veut partir à l'UFC mais qu'on persuade de rester avec beaucoup plus d'argent. Quelle situation bizarre et quel finish choquant, vraiment. Jamais on a vu le super-héros finir en sang. C'est comme si dans un film, t'as Superman qui termine tatané à terre et dans une mare de sang après avoir perdu contre le méchant. Dans un blockbuster
qui a été attendu depuis des mois et que tout le monde rentre à la maison sur ça. C'est choquant, c'est choquant. Et pour ça, je dis que c'est historique et que oui, même si c'était nul, c'est quand même dans la légende. En tout cas, je vous invite à me proposer, vous, les matchs, les rivalités, les segments, tout ce qui, selon vous, mérite d'entrer dans la légende pour vous aussi. Je suis ouvert à vos idées, n'hésitez pas à en parler et à partager tout ça ensemble, c'est toujours un kiff en tant que fan de catch de savoir aussi ce qui vous a marqué dans votre amour du catch. Et on décidera ensemble si on va dire, ces propositions me donnent envie d'en parler, on en décidera ensemble si c'est dans la légende ou pas. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages passionnants comme The Rock, cette playlist devrait vous plaire. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres secrets et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. Jabroni.